Les indemnités journalières de la sécurité sociale peuvent être suspendues à la suite d'un contrôle qui est effectué par un médecin à la demande de l'employeur. Donc concrètement, un salarié qui est en arrêt maladie peut un jour voir sonner à sa porte un médecin qui vient le contrôler et à la suite de ce contrôle, eh bien effectivement, les indemnités journalières de la sécurité sociale peuvent être suspendues et je vais vous expliquer à quelles conditions c'est possible, comment, certains, députés sénateurs voulaient, élargir encore plus les possibilités de ce contrôle et comment le Conseil constitutionnel a remis les pendules à l'heure et nous a rappelé aussi que, bah, on ne pouvait pas faire une privatisation rampante du droit de la sécurité sociale. Reprenons donc ce qui existe aujourd'hui dans le code de la sécurité sociale, ce qui existe encore et le mécanisme de contrôle qui est prévu à la fois par le code du travail et par le code de la sécurité sociale. Pour comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le maintien du salaire pendant un arrêt maladie. Donc tous les salariés qui ont plus d'un an d'ancienneté ont droit aux indemnités journalières donc, qui sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Et en plus de ces indemnités journalières, va y avoir un complément qui est versé par l'employeur. Et la somme de ces indemnités journalières et du complément, ça fait ce qu'on appelle le maintien du salaire. Donc grosso modo, le salarié va, pendant son arrêt maladie, percevoir une rémunération qui équivaut à peu près à 100 de, son salaire lorsqu'il travaille et qu'il n'est pas malade. Et parfois même d'ailleurs l'employeur est subrogé dans les droits de la sécurité sociale, donc il verse tout et c'est la caisse primaire qui lui verse à lui les indemnités journalières. Voilà, je peux refaire d'autres vidéos sur ce sujet si ça vous intéresse. Mais, en raison donc de ce complément que verse, l'employeur, on a toujours considéré et c'est ce qui est écrit dans le code du travail à l'article 12-22-6 je crois, je vous mentionnerai l'article sous cette vidéo. On a toujours considéré que dès lors que l'employeur verse ce complément, eh bien en contrepartie, il a la possibilité d'effectuer un contrôle de l'état de santé du salarié. Donc c'est ce qu'on appelle la contre-visite et la Cour de cassation, vous voyez, cet arrêt de 95 nous dit: «La contre-visite, c'est une des conditions du versement des prestations complémentaires de maladie». Et cette contre-visite, évidemment, c'est pas l'employeur lui-même qui va la faire, puisque l'arrêt, de travail, il a été, établi par un médecin, le médecin traitant qui constate médicalement l'état de santé du salarié et qui dit: «Votre état de santé ne vous permet pas de travailler». Donc la contre-visite, elle se fait par un parallélisme des formes, si vous voulez, elle se fait également par un médecin qui est diligenté par l'employeur et ce médecin va se rendre au domicile du salarié. Alors, il y a 2 hypothèses qui peuvent se produire, soit le salarié laisse le médecin l'examiner et le médecin constate, par exemple, que, bah, finalement, l'état de santé justifie bien l'arrêt de travail, donc dans ce cas-là, il y a aucun problème. Soit le médecin constate que, eh bien, en fait, l'état de santé du salarié lui permettrait éventuellement de travailler. Donc que son arrêt de travail initial qui lui a été prescrit, il a été prescrit pour trop longtemps ou il était un peu trop «facilement prescrit» entre guillemets, donc, ce médecin, diligenté par l'employeur, estime que, eh bien, l'état de santé du salarié lui permet de travailler, donc il n'est pas justifié que l'employeur continue de payer ce complément en plus des indemnités journalières de la Sécu. Ou alors, autre hypothèse, assez fréquente aussi, c'est que ce médecin, diligenté par l'employeur, ne peut pas constater l'état de santé du salarié. Pourquoi? Bah parce que soit le salarié est absent, alors qu'il devrait peut-être pas être absent, il n'avait pas des autorisations de sortie, ou alors tout simplement parce que le salarié refuse que ce médecin, l'examine, ce qui est un cas assez fréquent aussi. Dans les 2 hypothèses que je viens de vous décrire, la conséquence, elle est, la même, c'est-à-dire que l'employeur peut refuser de verser donc le complément, de santé. Et ce qui est vrai pour le complément que verse l'employeur, ça peut également avoir des conséquences au niveau des indemnités journalières de la sécurité sociale. Et c'est ce que prévoit donc là, c'est un autre article du code de la sécurité sociale qui vous dit que lorsque le contrôle effectué par le médecin à la demande de l'employeur conclut à une absence de justification de l'arrêt de travail ou à l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, eh bien ce rapport du médecin qui a été diligenté par l'employeur, il est transmis au contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie. Alors quelques mots brièvement sur ce qu'est ce service du contrôle médical. Le service du contrôle médical, ce sont des médecins qui travaillent au sein des caisses primaires d'assurance maladie, mais qui ne sont pas des salariés des caisses primaires d'assurance maladie. D'accord? C'est des médecins qui ont une autonomie, qui appartiennent à ce qu'on appelle le contrôle médical. Le contrôle médical, c'est un service qui est rattaché au niveau national à la Caisse nationale d'assurance maladie. D'accord?
Mais ce service du contrôle médical, il est présent au sein de chacune des caisses primaires d'assurance maladie. Vous voyez, c'est les caisses primaires et la caisse nationale, c'est 2 organismes distincts et donc dans chaque caisse primaire, vous avez donc des médecins du contrôle médical et ces médecins du contrôle médical, ils ont une mission, qui est très importante, c'est qu'ils se prononcent et c'est ce que nous dit la loi, ils se prononcent sur tous les éléments d'ordre médical qui conditionnent l'attribution ou le service des prestations de l'assurance maladie. Donc, en fait, c'est le médecin conseil qui va regarder si votre, voyez, si vous avez besoin de faire certains soins, par exemple, il va dire: «Bon, bah, ces soins, on peut les autoriser parce que l'état de santé du salarié justifie qu'il ait ce type de soins». Ou alors, vous avez besoin d'être hospitalisé à dans un lieu qui est assez reculé et cetera, pour le transport et cetera, il y aura un avis du conseil médical qui dira: «Oui, effectivement, c'est justifié qu'on prenne en charge une ambulance pour que le patient puisse avoir telle et telle, opération, tel et tel traitement» et cetera. Le fait, par exemple, de bénéficier d'une affection de longue durée, une ALD, c'est également, établi par le conseil, médical. Donc vous voyez que le conseil médical, il a ce monopole de l'appréciation, en fait, de tous ces de l'appréciation de tous les éléments, voilà, d'ordre médical qui justifient l'attribution de certaines prestations au niveau de l'assurance maladie. Et une autre prérogative qui ne fait que s'étendre ces dernières années, c'est que le conseil, donc le contrôle médical, il a aussi pour but d'identifier les abus. Alors tous les abus au niveau des prescriptions, au niveau, de ce que font les laboratoires pharmaceutiques et cetera et tout. Donc en fait, ça c'est un énorme en fait, une des prérogatives qui sont de plus en plus importantes parce que, il est dans la volonté du législateur ces dernières années de lutter contre la fraude, de lutter contre, justement tous les abus en fait qu'il peut y avoir au niveau de la tarification et cetera par les professionnels de santé, par, les assurés sociaux et cetera. Donc voilà, quelques mots pour que vous compreniez que le service du contrôle médical, c'est au sein des caisses primaires d'assurance maladie, mais c'est pas non plus des salariés de la caisse primaire d'assurance maladie. Et pourquoi je vous explique tout ça? C'est que le médecin qui a été diligenté par l'employeur, il adresse son rapport au service du contrôle médical. Et le médecin conseil du service du contrôle médical, une fois qu'il a eu ce rapport, il peut prendre 2 décisions. Il peut demander à la caisse, et vous comprenez pourquoi il demande à la caisse, parce que il travaille dans la caisse, mais c'est pas un salarié de la caisse, donc il peut demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Donc ça, c'est la première chose qu'il peut faire au regard du rapport qui lui a été adressé par le médecin diligenté par l'employeur. Et dans ces cas-là, il est prévu dans le code de la sécu que l'assuré social, le salarié, peut parfaitement demander au contrôle médical de réexaminer sa situation. D'accord? À la suite de cette première décision. Et deuxième chose que peut faire le médecin conseil, c'est qu'il peut procéder à un nouvel examen du salarié. Et ce nouvel examen du salarié, il est obligatoire. Voilà, le code vous dit il est de droit. Quand on dit de droit, ça veut dire qu'il est absolument obligatoire lorsque le médecin qui a été diligenté par l'employeur met dans son rapport qu'il n'a pas pu examiner le salarié. D'accord? Donc c'est l'hypothèse où le médecin diligenté par l'employeur sonne à votre porte, vous lui ouvrez, vous lui dites: «Je refuse que vous m'examiniez». Le médecin l'écrit dans son rapport, il transmet ça au médecin conseil de la caisse, et ben, le médecin conseil de la caisse, il est obligé à ce moment-là de réexaminer l'assuré social pour savoir si l'arrêt de travail était médicalement justifié ou pas. D'accord? Donc voilà les 2 branches de l'alternative. Soit le médecin conseil demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières et dans ces cas-là, l'assuré social peut demander à ce que sa situation soit réexaminée par le médecin conseil, soit le médecin conseil réexamine l'assuré social et il doit le faire de manière obligatoire à chaque fois que cet examen n'a pas pu avoir lieu, heu, par le médecin qui a été diligenté par l'employeur. Et ce qu'avait prévu en fait le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça ce sont des parlementaires très à droite et des sénateurs qui sont très à droite, ils avaient dit, bah, tout simplement, on va court-circuiter le médecin conseil dorénavant. Le médecin que diligente l'employeur va établir son rapport. Ce rapport, donc, qui a été fait à la demande de l'employeur, d'accord, par un médecin. Ce rapport, il est adressé à la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse primaire d'assurance maladie, elle suspend automatiquement le versement des indemnités.
Et c'est seulement si le médecin conseil, c'est ce que j'ai mis en plus petit, c'est seulement si le médecin conseil décide d'examiner, de procéder à un nouvel examen de la situation que éventuellement on peut arrêter la suspension des indemnités journalières de la sécurité sociale, et c'est seulement si l'assuré social demande à être examiné par le médecin conseil qu'on peut également suspendre, cette suspension automatique des indemnités journalières. Donc vous voyez que l'objectif de ces parlementaires, ça a été de court-circuiter le médecin conseil, de l'amputer en fait de toutes ses prérogatives, et c'est une décision qui a été prise par un médecin mandaté par l'employeur qui s'imposait à la caisse. Donc il y avait une sorte de privatisation rampante de la sécurité sociale, et le Conseil constitutionnel a remis les pendules à l'heure en disant ça c'est pas possible. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi, quel est le raisonnement en fait suivi par le Conseil constitutionnel que je vous ai brièvement rappelé ici, synthétisé. Le Conseil constitutionnel, d'abord, il nous rappelle que le droit à la sécurité sociale, c'est ça a une valeur constitutionnelle. Ça fait partie de notre constitution, le droit à la sécurité sociale. Ça découle de quoi, en fait? Ça découle donc de ces 2 décisions que je vous ai citées notamment, de 87, des décisions de 2010. Il y en a d'autres, hein, évidemment, mais ça, c'est les 2 décisions les plus marquantes dans lesquelles il y a vraiment affirmé que le droit à la sécurité sociale, le droit à la protection sociale a une valeur constitutionnelle, et c'est rattaché, en fait, dans notre constitution à quoi? C'est rattaché au préambule de la Constitution de 46, au 11e alinéa, qui nous dit, et c'est ce que c'est le deuxième paragraphe que vous voyez dans cette slide, qui nous dit que tout être humain a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Et les indemnités journalières de la sécurité sociale, c'est ça. C'est des moyens convenables d'existence quand on est malade. D'accord? Et en creux, vous voyez, l'idée qui apparaît déjà, c'est que on a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Donc, il y a que la collectivité qui peut éventuellement suspendre ou supprimer ces moyens convenables d'existence. Et ce que nous dit le Conseil constitutionnel juste après avoir rappelé donc ce bloc de constitutionnalité, il nous dit: «Le législateur peut à tout moment modifier la loi, abroger des textes existants, mais il ne peut le faire qu'en s'assurant» entre guillemets, qu'on ne va pas priver en fait les individus des garanties légales, qui découlent de ces exigences constitutionnelles, comme celle du droit de la sécurité sociale. Et là, en l'occurrence, le projet de loi de financement, en fait, qu'est-ce qu'il essayait de faire? Il essayait de lutter contre les abus, les prescriptions un peu trop faciles de certains arrêts de travail, des prescriptions qui sont injustifiées. Et en cela, nous dit le Conseil constitutionnel, le législateur a essayé de poursuivre un objectif qui est tout à fait louable, qui est celui de la lutte contre la fraude sociale. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de c'est pas problématique en soi de lutter contre la fraude sociale, c'est un objectif qui a une valeur constitutionnelle elle aussi. Simplement, on ne peut pas le faire à n'importe quelle condition. Et là, en l'occurrence, ce que prévoyait le projet de loi de financement, c'est justement que, eh bien, en fait, c'est le médecin diligenté par l'employeur qui prenait une décision qui aboutissait à la suspension automatique des indemnités journalières, et cette suspension donc, elle était automatique. Le nouvel examen par le médecin conseil n'était pas obligatoire, et vous vous rendez bien compte que, évidemment, ce nouvel examen par le médecin conseil, comme c'est une charge de travail supplémentaire qu'on lui impose, bah, il a aucune raison de le faire spontanément. Donc vous voyez bien que, déjà dans la manière dont la loi était formulée, finalement, la suspension était automatique, et le moyen de «suspendre cette suspension» entre guillemets, c'était justement très contraignant pour le médecin conseil. Et de la même manière, du point de vue de l'assuré social, l'assuré, il avait donc la possibilité de demander un nouvel examen de sa situation, mais ce que nous disait la loi, c'est que cette demande, en fait, elle était même pas automatique. Le médecin conseil pouvait tout simplement dire: «Bon, bah, je me contente d'un examen sur pièce, j'ai pas besoin d'examiner moi-même l'assuré social». Donc vous voyez que les médecins conseils, ils auraient eu «tendance» entre guillemets à faire un examen, sur pièce, et ne pas voir quel est l'état de santé réel de l'assuré social. Donc, vous voyez que la manière dont tout ça a été chapeauté, articulé et cetera, eh bien, le Conseil constitutionnel nous dit à la fin, eh bien, en fait, tout ça, en fait, ça aboutit à quoi? À ce que la suspension
du versement des indemnités journalières s'applique de manière automatique et que cette suspension soit maintenue, en fait, malgré enfin, durant toutes les procédures où éventuellement le médecin conseil pouvait se saisir de la situation, où l'assuré pouvait demander un réexamen de sa situation, alors qu'au final, il y avait aucune garantie procédurale que, l'assuré serait véritablement examiné par un médecin conseil et surtout que, cette procédure de contestation permettent de suspendre la suspension elle-même des indemnités journalières de la sécu et donc au terme de son raisonnement, le Conseil constitutionnel nous dit: «Toutes ces dispositions, elles méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées». Alors ça veut dire quoi cette phrase? Elle est très, très courte, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on la décortique, quand on la remet par rapport au 11e alinéa, on vous dit que finalement, bien, ce que prévoyait le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'était de priver de garantie légale le droit à la sécurité sociale, le droit d'obtenir de la collectivité et de elle seule, en fait, des moyens convenables d'existence et en creux donc apparaît l'idée que, eh bien, si c'est la collectivité qui donne ces moyens d'existence, c'est la collectivité, elle aussi, qui retire éventuellement, qui suspend ces moyens d'existence. Donc c'est bien le médecin conseil qui appartient à un corps autonome, qui est rattaché à la Caisse nationale d'assurance maladie, qui peut prendre cette décision. Ça peut pas être un médecin privé qui a été diligenté par l'employeur. Il ne peut pas, entre guillemets, nous dit le Conseil constitutionnel en filigrane, il ne peut pas y avoir de privatisation rampante de la sécu. Ça sera pas à des médecins mandatés par l'employeur de déterminer si oui ou non vous avez droit aux indemnités journalières de la sécu. Ça, c'est une appréciation qui relève du monopole des médecins conseils qui ont cette mission, d'accord, statutaire, d'examiner en fait toutes les conditions d'attribution des prestations sociales dans le cadre de l'assurance maladie. À bientôt.